Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une autre analyse statistique du Canadien, cette fois-ci en date du 26 novembre 2019. Là, écoutez, on a passé le cap du quart de la saison. Là. On est arrivé plus ou moins dans ces eaux-là, mettons, du quart de la saison. La dernière fois que je vous ai fait une analyse statistique, c'était il y a environ 2 semaines. On a joué depuis ce temps-là 9 matchs, donc on n'est pas loin de la séquence de 10 matchs. Les choses vont largement moins bien qu'elles n'allaient en début de saison. Enfin bref, je vous dirais qu'il n'y a vraiment rien d'alarmant dans ce qu'on vit actuellement avec le Canadien de Montréal, mais il en reste pas moins que les choses vont peut-être moins bien que c'était le cas en début de saison. Alors bref, on va regarder en gros de quoi a l'air jusqu'à présent, là, en date du 26 novembre 2019, le Canadien de Montréal a joué 23 matchs. Donc là, j'y ai pas été à pareille date l'année passée, j'y étais avec le nombre de matchs. Donc le Canadien avait joué 23 matchs en date du 23 novembre l'année passée. Donc ça fait une petite différence au niveau des dates, mais le nombre de matchs est le même. Puis là, regardez de par vous-même les statistiques. Cette année, en 2019-2020, le Canadien en 23 matchs, c'est 11 victoires, 7 défaites, 5 défaites en prolongation pour 27 points. En 2018-2019, en 23 matchs, le Canadien, c'était 11 victoires, 7 défaites, 5 défaites en prolongation, 27 points. Exactement la même chose, encore une fois. On est 8e dans l'Est actuellement. On était 7e dans l'Est l'année passée. Donc la différence, elle est infime. Il y a quand même une position de différence qui fait qu'on est un peu moins en playoff qu'on l'était l'année passée, mais il en reste pas moins que c'est pratiquement la même affaire que l'année passée. Vous allez voir que les autres statistiques sont différentes, mais c'est pratiquement la même affaire que l'année passée. Mais les 10 dernières, ça, désastreux en ce moment. On joue largement en dessous de 500. On a 10 matchs, en fait, les 10 dernières, ça le dit, hein? En 10 matchs, on a 4 victoires et on a 6 défaites. 3 défaites en temps réglementaire, 3 défaites en prolongation pour un total de 11 points. Fait que tu sais, quand tu as 4 victoires, 6 défaites, tu es largement en dessous du seuil des 500. Alors, ça va pas bien actuellement pour le Canadien de Montréal. Puis vous allez voir qu'au point de vue des autres statistiques, on le voit et on le sent aussi que ça va pas bien actuellement pour le Canadien de Montréal. Alors depuis le début de la saison en 2019-2020, le Canadien a une moyenne de buts marqués de 3.39 et une moyenne de buts encaissés de 3.22. Alors 3.39, c'est notre meilleure moyenne de buts marqués par rapport aux 3 statistiques que j'ai sorties. L'an passé, on avait 3.13 de moyenne de buts marqués par match. Puis dans les 10 derniers matchs, on a une moyenne de 2.90. Le seuil qui est à atteindre, selon moi, est toujours 3. C'est-à-dire que si tu veux te donner une chance de gagner, il faut que ton seuil de but marqué soit supérieur à 3 et que ton seuil de but encaissé soit inférieur à 3. Je pense que là, tu as des bonnes chances de gagner des matchs quand tu es dans cette situation-là. On a des matchs relativement à haut pointage, mais comme vous voyez, c'est à peu près la même affaire l'année passée aussi. Donc 3.39 cette année par opposition à 3.13 l'année passée, on voit que c'était une attaque qui était une attaque diversifiée. Et là où on peut avoir un problème qui peut expliquer le 2.90 dans les 10 dernières, c'est sur le fait qu'on n'a pas de marqueur de 40 buts. En n'ayant pas de marqueur de 40 buts, on n'a pas de gars qui est vraiment régulier au niveau de ses buts, disons, on va dire ça comme ça. C'est que c'est un peu toute l'équipe qui va compter. Un peu toute l'équipe, chaque joueur a ses séquences. Donc ces séquences-là, des fois, elles donnent bien ensemble, puis des fois, elles donnent pas bien ensemble. Mais on n'a pas de joueurs qui vont être des joueurs très réguliers au niveau de compter des buts. Alors c'est ce qui peut expliquer le 3.90 et c'est ce qui peut expliquer aussi que notre attaque, éventuellement, va peut-être redescendre au niveau de l'année passée. En termes de buts encaissés, en ce moment, on est à 3.22 depuis le début de la saison. En 2018-2019, en 23 matchs, on était à 3.39. On a une amélioration, mais cette amélioration-là, elle est imputable à Carey Price. Elle n'est crûment pas imputable à notre jeu défensif. Notre jeu défensif, selon moi, est désastreux. Je le déteste en ce moment. Je ne veux pas blâmer uniquement les défenseurs. Le jeu défensif relève des attaquants et des défenseurs. C'est le système de jeu. C'est comment est-ce que les joueurs acceptent le système de jeu, comment est-ce qu'ils opèrent le système de jeu. Peut-être que c'est le système de jeu qui est désuet. Peut-être est-ce que c'est la cohésion au sein de l'équipe qui n'est pas bonne. D'une manière ou d'une autre, c'est le style resserré défensif qui ne fonctionne pas avec le Canadien actuellement. Puis on va le voir entre autres au travers du désavantage numérique. Alors, l'avantage numérique cette année, il est à 19.4, c'est le meilleur avantage numérique. L'année passée, il était à 14.6. Puis dans les 10 derniers matchs, il est à 13.8. C'est désastreux en termes d'avantage numérique. Mais en tout cas, depuis le début de l'année, il est à 19.4, ce qui est très bien. Notre désavantage numérique, actuellement, il est à 73.6. C'est réellement pas bon. Réellement pas bon. À 73.6, là, disons que tu vas viser en désavantage numérique normalement aux alentours de 80. C'est très décevant. Dans les 10 derniers matchs, on était à 75.8 et l'année passée, on était à 78.7, ce qui est correct. C'est pas nécessairement bon, mais c'est correct. Actuellement, avec 14.6, L'année passée, avec 14.6, le Canadien en avantage numérique était 28e dans la Ligue nationale et il était le pire avantage numérique de l'Est.
En ce moment, à 73,6, le désavantage du Canadien de Montréal est le 27e dans la Ligue nationale. Alors, on a un des pires désavantages numériques de la Ligue nationale. Dans nos 10 derniers matchs, avec nos résultats largement en dessous de 500, on est 14e dans l'Est. Ça va mal. Mais les choses peuvent toujours se réaligner de manière plus favorable pour le Canadien. On verra en temps et lieu. Au niveau des attaquants, les 5 meilleurs attaquants sont ici. J'ai mis 2 notes ici particulières pour 2 joueurs en particulier. On va commencer par Thomas Tatar, qui est actuellement le meilleur pointeur du Canadien en 23 matchs. Il a 7 buts, 13 passes, 20 points. Même nombre de minutes de pénalité, 20 minutes de pénalité. L'année passée, Thomas Tatar, en 23 matchs, il avait 9 buts, 9 passes, 18 points. Fait qu'on voit qu'il se maintient quand même relativement bien. Il y a eu une petite punition à un moment donné, mais de manière générale, il a l'air d'être assez stable. Puis l'année passée, il a eu sa meilleure saison en carrière. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter actuellement pour Thomas Tatar. Brandon Gallagher, cette année, 23 matchs, 9 buts, 8 passes pour 17 points. L'année passée, en 23 matchs, il avait 11 buts, 5 passes pour 16 points. Au niveau des points, il est très régulier. Pas grand chose encore une fois à reprocher à Brandon Gallagher. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Il n'y a pas eu de gros changements au niveau des statistiques d'équipe, mis à part cette section-là, mais au niveau des victoires, des défaites, pas de grands changements, mais au niveau des statistiques individuelles, pas de temps non plus. Il va en avoir un qui a quand même un gros changement, mais c'était le même qu'en début d'année finalement. Par la suite, le troisième meilleur pointeur au niveau des attaquants cette année, c'est Philippe Danault. En 23 matchs, il a 6 buts, 11 passes, 17 points. L'année passée, en 23 matchs, il y avait 1 but, 12 passes, 13 points. Il y a beaucoup plus de buts cette année, mais sa différence est quand même juste de 4 points là, au final. Là, fait que c'est pas nécessairement immense comme genre de différence. Mais en termes de but, on aime ça. Il fait partie là, de l'attaque diversifiée vu qu'on n'a pas de marqueur de 40 buts. Par la suite, le quatrième meilleur attaquant, c'est Max Domi. Puis là, Max Domi, c'est décevant cette année. Encore une fois, j'en parle, mais il faut qu'il renégocie son contrat en fin d'année cette année. Là. Je trouve ça un peu dommage. L'essai qu'il y a eu à l'aile gauche, moi, je vais défendre un peu Claude Julien là-dessus, parce que c'est vrai que Max Domi jouait, en tout cas, moi de souvenir, il me semble qu'il jouait que à l'aile gauche au niveau junior. Il y a peut-être eu des matchs, des fois, où il était au centre. Les Coyotes l'avaient essayé au centre, ça avait bien fonctionné un bout de temps. Après ça fonctionnait plus très bien. Mais c'était surtout au niveau de son repli défensif. Puis vous le voyez un peu, là, en fait, là, peut-être un peu moins dans les derniers matchs, les 2 derniers matchs. Mais depuis le début de la saison, quand ce gars-là il est frustré, il néglige énormément son jeu défensif. Puis ça, c'est quelque chose que Claude Julien, généralement, n'apprécie guère et c'était pas non plus très apprécié à l'époque avec les Coyotes. Alors, c'était une des raisons pour laquelle il avait été rétrogradé graduellement de premier centre, puis bon, ainsi de suite, il avait descendu. Ceci étant dit, ils l'ont essayé un petit peu à l'aile, mais pas vraiment beaucoup. Puis là, les Canadiens n'ont pas aimé leur expérience à l'aile, puis tant mieux. Je veux dire, là, il est revenu au centre, puis ça a bien été le dernier match. Alors, tant mieux pour lui. Donc, cette année, en 23 matchs, il a 6 buts, 10 passes, 16 points. L'année passée, en 23 matchs, il avait 11 buts, 15 passes, 26 points. C'est 10 points de plus, c'est immense comme différence. Jonathan Drouin, c'est un peu dommage parce que les choses allaient quand même plutôt bien pour lui depuis le début de la saison. Puis là, avec sa blessure, ça va ralentir. Mais bon, il y avait en 19 matchs, 7 buts, 8 passes, 15 points, ce qui est bien. L'année passée, en 23 matchs, il y avait 8 buts, 11 passes, 19 points. Donc on voit qu'il s'enlignait pour avoir encore une bonne saison cette année. On s'attend peut-être un petit peu plus de lui, mais il s'enlignait pour avoir une bonne saison selon ses standards qu'il a établis lui-même depuis le début dans la LNH. Là, je vais vous parler de 2 gars en particulier. Les 2 jeunes. Bon, Jesperi Kotkaniemi a bien entendu une saison d'expérience dans la LNH. Nick Suzuki, non, mais la différence d'âge, Suzuki est un petit peu plus vieux, Kotkaniemi est plus jeune. Bon, bref, anyways, vous connaissez déjà cette histoire-là. Nick Suzuki, depuis le début de la saison, en 23 matchs, il a 6 buts, 16 passes pour 12 points. Ce qui veut donc dire que s'il joue avec exactement la même tendance, s'il joue 82 matchs, il devrait avoir 21 buts, 21 passes pour 42 points, ce qui est bien quand même pour un joueur en première année. C'est sûr qu'il ne brûle pas la ligue, là, ça va pas être exceptionnel, mais il reste pour moi que c'est quand même bien. Et je trouve qu'il montre de très belles choses physiquement, au niveau défensif, au niveau de la lecture de jeu. Il est super intéressant, Nick Suzuki, actuellement. Alors moi, j'aime beaucoup ce que je vois so far de Nick Suzuki. Dans le cas de Jesperi Kotkaniemi, ben là, il n'y a pas de cachette pour personne. Ça va mal pour lui cette année. En 16 matchs, il a 2 buts, 1 passe, 3 points. S'il joue 75 matchs, parce qu'il a manqué déjà un nombre de matchs, donc s'il joue tous les matchs d'ici la fin de la saison, en 75 matchs, il aurait 9 buts, 5 passes, 14 points. Une saison de 14 points en 75 matchs. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions concernant l'idée de le renvoyer à Laval. Il y a des gens qui sont à fond la caisse contre ça. Il y a des gens qui sont à fond la caisse pour ça. Mais moi, je me dis, si ça marche pas, il faut qu'il aille rebâtir sa confiance quelque part. C'est mon opinion. En 2018-2019, en 16 matchs, Jesperi Kotkaniemi, il avait 2 buts, 5 passes pour 7 points. Donc, tu sais, 3 points cette année, 7 points l'année passée. Vous allez me dire, c'est pas une immense différence. Ouais, mais tu es censé avoir appris. Donc, tu es censé t'améliorer à la deuxième année.
Bon, au niveau des défenseurs, bon, là, écoutez, le jeu défensif est assez boiteux de manière générale pour toute l'équipe, mais ceci étant dit, les statistiques individuelles des défenseurs au niveau offensif sont quand même pas mauvais. Puis au niveau des différentiels, plus-moins, c'est quand même bien aussi. Fait c'est pas juste les défenseurs le problème au niveau du jeu défensif. Donc, le meilleur défenseur actuellement est chez Weber qui, en 23 matchs, a 7 buts, 11 passes pour 18 points, un différentiel plus-moins de plus 7. L'année passée, il était blessé, pas de statistiques pour lui. Il s'enligne actuellement pour être le meilleur défenseur de l'équipe pour toute l'année. Puis tant mieux, s'il réussit à maintenir ce style-là, franchement, je pense que oui, il peut effectivement être le meilleur défenseur. Jeff Petrie, lui, en 23 matchs, il a 2 buts, 10 passes pour 12 points, un différentiel plus-moins de plus 3. Donc, il a une bonne saison so far, lui aussi. C'est un gars qui peut prendre du temps de glace un petit peu à chez Weber si besoin il y a. Moi, jusqu'à là, je vous avouerai que j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo, mais j'aime bien le duo Sherratt avec Weber, puis j'aime bien le duo Mété avec Petrie. Je trouve que ça a plus de sens que ce que je voyais avec Mété puis Weber. Même si je détestais pas Sherratt avec Petrie, mais en tout cas, bref. Alors, actuellement, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant au niveau des duos. Sauf que le jeu défensif des attaquants doit s'améliorer largement pour aider ces pauvres défenseurs-là. Ben Sherratt, actuellement, en 23 matchs, il a 3 buts, 7 passes pour 10 points, un différentiel plus-moins de plus 4. L'année passée, avec les... Ah, excusez, j'ai oublié Jeff Petrie. En tout cas, on va continuer Sherratt. Donc, l'année passée, avec les Jets de Winnipeg, Sherratt, en 23 matchs, il avait 3 buts, 3 passes, 6 points, plus 4. Donc, tu sais, c'est à peu près similaire, lui aussi, au niveau statistique. Dans le cas de Petrie, j'ai oublié de mentionner, l'année passée, en 23 matchs, il avait 2 buts, 15 passes, 17 points, moins 6. Donc, statistiquement parlant, au niveau offensif, c'était plus intéressant pour ce qui est de Jeff Petrie l'année passée. Il avait 17 points, cette année il y en a 12, mais il jouait pour moins 6, alors que cette année il joue pour plus 3. Fait qu'on peut peut-être y pardonner à ce niveau-là. Dans le cas maintenant de Victor Mété, qui est le 4e meilleur défenseur sur un point de vue de statistiques offensives pour le Canadien. En 23 matchs, il a 3 buts, 3 passes, 6 points, un différentiel plus-moins de plus 9. Il est actuellement le premier joueur, donc le meilleur joueur dans le différentiel plus-moins d'équipe. L'année passée, à pareil nombre de matchs joués pour le Canadien. Victor Mété avait joué 21 matchs, aucun but, 3 passes, 3 points, un différentiel plus-moins de plus 6. Et il était également le meilleur en termes de différentiel plus-moins avec plus 6. Cette année, c'est avec plus 9. Alors, les différentiels plus-moins sont meilleurs cette année. Mais c'est pas garant, selon moi, du tout du jeu défensif du Canadien. Parce que honnêtement, je trouve pas nécessairement que... Autant que l'année passée, on manquait chez Weber, c'était vraiment très difficile. Cette année, il est là. Les statistiques des défenseurs en sortent meilleures, les différentiels plus moins en sortent meilleurs, mais on échappe les matchs pareil. Et ça, c'est un problème. Puis franchement, de mener 4-0 puis de perdre 6-5, là, le caractère de l'équipe, là, il est pas là. Tu peux pas échapper 4-0. Là. Tu sais, c'est les Rangers de New York. C'est pas une des meilleures équipes. C'est pas une des grandes puissances. Puis ils ont une défensive qui est jeune et inexpérimentée. Puis tu sais, c'était pas non plus un gardien de but qui a 7-8 ans d'expérience dans la LNH. So, tu peux pas te permettre de faire ça. 4-0, perdre 6-5, cette équipe-là a un problème. Et pourtant, c'est une équipe qui a montré beaucoup de résilience depuis le début de la saison. Mais actuellement, il y a quelque chose qui marche pas. Puis ça part dans la mentalité de l'équipe de manière générale, des joueurs de manière générale. Et honnêtement, tu sais, les attaquants, je trouve que sur un point de vue du système défensif, pas terrible. Philippe Danault est toujours très très bon, là, ça j'y enlève absolument rien. Là. Mais j'ai vu des affaires des fois de Thomas Tatar, de Nick Suzuki, de Kotkaniemi, bon, de différents joueurs que défensivement c'était pas intéressant. Bref, maintenant au niveau des gardiens de but, ben, Carey Price qui est assurément le meilleur gardien de cette équipe-là, en 19 matchs, 2.89, 907 d'efficacité. L'année passée, avec le même nombre de matchs joués, Carey Price avait 16 matchs de joués, une moyenne de 3.17, 895, donc quand même une bonne amélioration. 3.17 l'année passée, 2.89 cette année, 895 l'année passée, 907 cette année. Il y avait eu un début de saison un peu difficile l'année passée, mais il avait fini par retomber dans la bonne lignée. Là, en ce moment, je ne dirais pas nécessairement qu'il est mauvais. D'après moi, il a sauvé l'équipe à une couple de reprises. Là. Le deuxième gardien de but, ben, c'est Keith Kincaid. Cette année, il y a 4 matchs, 4.24 de moyenne, 887. C'est désastreux. C'est même pas un auxiliaire. Ça va vraiment pas bien pour ce qui est de Keith Kincaid. Mais je pense que là, à cette heure, pas mal tout le monde est d'accord. Faut qu'il goal plus. Faut qu'il soit plus présent sur la glace. On le fait jamais goaler. Maintenant, c'est dur de bâtir ta confiance. Ton dernier match, tu as perdu. Puis là, ça fait X nombre de temps, mais plusieurs jours, voire des semaines que tu retournes plus. Enfin, je comprends que ça peut être difficile pour Keith Kincaid. L'année passée, Kincaid était gardien de but partant avec les Devils de New Jersey. Donc, à pareil nombre de matchs, il y avait un enfant comme 16 ou 17 matchs de jouer. Donc, j'ai pas voulu prendre ça. J'ai pris uniquement ces 4 premiers matchs. Avec les Devils l'année passée, Kincaid, à ses 4 premiers matchs, une moyenne, c'est ça, une moyenne de 1.0, une efficacité de 961. C'est pas le même gars pantoute cette année. Et ça, je pense que c'est entre les deux oreilles que ça se passe pour ce qui est de Keith Kincaid. Alors, c'est ça pour ce qui est du portrait général de l'équipe du Canadien de Montréal so far cette année. Écoutez,
Moi, actuellement, là, un gars que je trouve encore super intéressant, c'est Kel Fleury. Là, il n'est pas dans les statistiques offensives. C'est la raison pour laquelle je ne le mets jamais dans mon tableau ici. Mais c'est un jeune qui joue physiquement, qui il joue prudemment au niveau défensif. Il crée des belles choses. Il a même réussi à compter un but qui était... Puis tu sais, ça venait, là, le but, là, tu le sentais qu'à un moment donné, il allait en compter un parce que franchement, ça l'avançait au niveau offensif. Alors, Kel Fleury, c'est un gars que je trouve, année après année, il s'améliore. Et là, au fil de la saison, l'échantillon est beaucoup plus court. On parle de 23 matchs. Et il s'améliore. Alors, super intéressant. Quand ce gars-là avait été repêché, je pense pas qu'on le voyait comme un top 4 potentiel. Ben, peut-être. Peut-être. Il n'y a pas de joueurs qui sont éternels. Chez Weber, Jeff Petrie, c'est des gars qui avancent en âge, surtout chez Weber, là, peut-être un peu moins Jeff Petrie. Ça se peut que chez Weber, il reste encore 3-4 bonnes saisons, là, je sais pas. Là, mais tu sais, s'il advienne qu'on a besoin d'eux, Kel Fleury, c'est un défenseur droit, donc il joue du même côté que Petrie et Weber. C'est un gars qui pourrait monter sur une deuxième paire de défense éventuellement. Avec de l'expérience dans la NH, je suis convaincu. Et Nick Suzuki, très intéressant cette année. Max Domi, il faut voir qu'est-ce qui va arriver avec lui parce que franchement, pour renégocier son contrat, il ne va pas dans le bon sens actuellement. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Canadien so far depuis le début de la saison? Pour moi, c'est exactement la même foutue équipe que l'année passée. La seule différence majeure que je vois, c'est que l'avantage numérique s'est clairement amélioré, mais le désavantage numérique s'est clairement détérioré. Je vois donc le système de jeu défensif plutôt boiteux du Canadien qui ressort très fort actuellement, mais l'attaque est plus diversifiée qu'elle l'était l'année passée. Qu'est-ce que vous pensez du Canadien? Des joueurs qui sont à suivre, des joueurs que vous trouvez qui sont hyper décevants. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec Max Domi? Là, le dernier match a bien été. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous pensez que ça va être difficile? Est-ce que là, il va trouver l'énergie pour renégocier son contrat? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, excusez-moi, n'oubliez pas de faire un j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, ben, je vous invite à la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Ça serait vraiment cool de pouvoir jaser hockey avec un paquet de monde. Alors sur ça, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu. Une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!